Bienvenue à tous, vous êtes sur Dash News et surtout merci d'honorer notre rendez-vous hebdomadaire. Rencontre cette semaine avec une amoureuse d'art. Elle consacre sa vie à accompagner les artistes qui s'intéressent aux questions urbaines. Princesse Marilyn Douala Mangabel, la royauté est là dans le sang. Arrière-petite-fille de l'une des figures de la résistance au Cameroun, Rudolf Douala Mangabel, le monarque pendu sous l'empire allemand. La princesse Marilyn Douala Mangabel est aujourd'hui la présidente de Douala Art. En plusieurs décennies, elle a réussi à montrer aux yeux du monde une Afrique créative, mais surtout dynamique. La princesse Marilyn Douala Mangabel nous a rejoints. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. C'est un honneur de vous avoir. Vous avez réussi avec votre défunt mari, Didier Chaube, a fait battre le cœur artistique de Douala. Ça me fait énormément plaisir que vous citiez cet homme qui a fécondé la ville de Douala. Et qui a véritablement, il n'était pas camerounais, il a véritablement aimé cette ville. Il a tout donné. Et ça n'a pas toujours été facile, ô combien parfois ses choix artistiques et autres étaient critiqués. Oui, on a eu des moments extrêmement difficiles. Je pourrais citer deux moments, si le temps le permet. Oui. Un premier moment qui est celui de la Nouvelle Liberté, oui, lorsque nous avons offert au rond-point de Daïdo cette œuvre de Joseph-Francis Soumeigné. Il y a eu vraiment une polémique, et les polémiques sont bonnes. Mais elle a abouti à un malentendu et quelques personnes ont cru que nous avions engrangé beaucoup d'argent. Et il y a eu une tentative d'enlèvement de notre fils, donc malentendu sur ce qui nous motive. Nous ne sommes pas motivés par l'argent, nous sommes motivés par donner une âme à la ville de Douala. Et le deuxième moment qui a été un petit peu difficile, lorsque nous avons décidé, Didier Chaube était historien d'art. Moi, je n'étais rien d'autre qu'une Puisque vous avez une licence en économie. Une maîtrise en économie du développement. Justement. Et donc, j'étais plus sur les questions de sociologie, de développement. Et notre alliance a créé art et développement, Douala pour la ville de Douala, développement de la ville. Vous aimez à dire que vous étiez Douala et lui art. Exactement, waouh. Et nous avons décidé de travailler avec les artistes parce que, outre sa compétence, nous avons considéré que le monde de l'art est celui qui peut le plus concilier les personnes, apporter une paix, apporter un sentiment de bien-être et de confort. Et malheureusement, il y a eu également un malentendu avec les artistes, certains artistes, qui ont pensé que nous étions là non seulement pour faire leur promotion, mais pour les aider à gagner de l'argent. L'argent n'a jamais été une motivation. Et c'est toujours autour de l'argent que les malentendus sont arrivés. Donc oui, il a beaucoup donné. Il a, ce qui est très intéressant avec Didier Chaube, et vraiment merci de dénoncer son nom, il est là, il nous accompagne. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a effectivement tout donné et il a réussi à faire en sorte que des points de la ville changent et que la relation des habitants à l'art se modifie. Et voilà. Grâce à lui, on a ce monument de la Nouvelle Liberté qui est devenu l'emblème de la ville, malgré la polémique. Et on peut même dire du Cameroun, puisque dans tous les passeports maintenant, nous avons la représentation de la Nouvelle Liberté en filigrane. Donc ce monument est reconnu comme étant un signe du Cameroun, plus que simplement de la ville de Douala. Et dans le monde entier, de la même manière que l'on reconnaît la Tour Eiffel, on reconnaît la Nouvelle Liberté. Et à chaque fois que l'on voit la Nouvelle Liberté, on l'associe au Cameroun. On a du mal à penser qu'un maire de cette ville, à un moment donné, voulait s'en débarrasser. Oui, parce qu'il n'avait pas compris. Et, un délégué du gouvernement. Oui, à l'époque. La réalité, c'est que lorsque nous avons créé Douala Art en 1991, que nous avons inscrit la Nouvelle Liberté entre 1993 et 1996, elle a été implantée en 1996, comment dire, la question artistique
et la question culturelle, ce sont deux choses assez différentes, mais qui se cumulent, n'étaient absolument pas comprises. Aujourd'hui, nous avons une masse critique de personnes qui commencent à comprendre, à respecter le monde de l'art, ce qui n'était pas le cas en notre temps. Nous étions dans un véritable désert. Et une personne qui n'avait pas cette notion de l'embellissement de la ville, cette notion de signe qui distingue la ville de Douala d'une autre ville, ne pouvait que considérer ce monument comme un tas, un amas, un amoncellement de briques et de brocs. Et c'est ça qui a été sa motivation première. Mais on a réussi à le convaincre, et vous savez comment? Il se trouve que sa fille était dans une classe où les enseignants d'art, de dessin, ont demandé aux enfants de faire un travail autour de la Nouvelle Liberté. Et sa fille a réussi à parler de cette œuvre à son père, délégué du gouvernement, et il a réussi à comprendre que c'était quelque chose d'important puisqu'on en parlait dans l'école et dans la classe de son enfant. Wow. Dans tous les cas, après le décès de Didier Chauve en 2014, c'est une ville quand même qui, à un moment donné, reconnaît le travail qu'il a fait et, à titre posthume, reconnaît les œuvres qu'il a eu à faire, notamment au pied du monument de la Nouvelle Liberté. Même si après, il y a toujours eu quelques petites bribes, mais au moins, il y avait un canevas qui était ouvert et aux yeux du monde, on reconnaissait qu'il a travaillé pour renforcer ou bien pour consolider, même en étant étranger, parce que je pense que c'est là que partait cette polémique, il avait plus à cœur Douala que peut-être même parfois certains Doualais. Absolument, mais le vrai étranger qui a été vilipendé, celui qui a été vilipendé comme étranger, c'est l'artiste, puisque Joseph-Francis Soumeigné est un artiste qui vit et travaille à Yaoundé. C'est un artiste de Yaoundé, il est d'origine bamileke, et des personnes qui sont des va-t-en-guerre, qui ne veulent pas concevoir le Cameroun comme étant un seul et unique pays, avec sa diversité, ont attaqué l'origine ethnique de cet artiste. Ce qui a été très intéressant parce que c'est, je crois, la première fois que la question ethnique était aussi mise en avant. Était un vrai débat public. Et c'est la première fois que même des philosophes, par la presse interposée, ont raisonné, ont argumenté sur non, arrêtez l'ethnofascisme, ou oui, nous sommes un pays avec une très grande diversité. Et nous, notre mot d'ordre a toujours été de dire Joseph-Francis Soumeigné est un artiste de Yaoundé. Oui, on a appelé dans une presse fasciste Douala. Oui. On a appelé à verser son sang. Et il a tenu contre vents et marées. Ce sont des mots ou bien un positionnement extrémiste qui, à un moment donné, casse et qui donne peut-être envie de jeter l'éponge, mais vous, non, vous avez tenu. Il a eu le choix. Je lui ai donné le choix. J'ai épousé un homme par amour. J'ai épousé un projet au travers de cet homme-là. C'est lui qui l'a, je dirais, initié dans mon esprit. Nous l'avons porté ensemble. Et lorsque et cette tentative d'enlèvement et cet appel à verser son sang se sont posés, je lui ai donné le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester au Cameroun ou tu veux partir? Et il a commencé par dire, j'ai du mal à rester dans un pays où je ne peux pas protéger ma famille ou mal protéger ma famille. Mais finalement, il a décidé de rester parce que l'enjeu était plus fort que la crainte. Et voilà, j'ai épousé un homme merveilleux. S'il nous entend, tous les jours je le lui dis de toute manière. et ce qui est très intéressant, vous avez dit ça, il y a eu évidemment je dirais une grosse réserve, pour ne pas dire un rejet, de cette Nouvelle Liberté qui est la première œuvre d'art polémique dans la ville de Douala. Il y a eu vraiment quelque chose comme ça.
notamment dans les pourtours, parce que nous savons que Daido est quand même un des bastions du maintien, de la préservation des éléments. J'espère que le canton Bel ne m'en voudra pas, que mon frère le roi Bel ne m'en voudra pas, mais on connaît Daido comme étant un bastion de la préservation de la culture Sawa, Douala. Et la Nouvelle Liberté en plein Daido, ça a créé pas mal de rejets, bien que nous ayons à plusieurs reprises réuni un certain nombre de personnes, leur donnant la possibilité de critiquer le projet artistique. En tout cas, nous avons toujours cette démarche sociologique d'inviter les habitants aux alentours du site d'implantation d'un projet artistique, de leur donner la parole, de leur donner l'espace de critique pour qu'ils puissent assumer, porter, être responsables de ce qui va s'inscrire là. Donc, nous l'avons fait à plusieurs reprises, mais il n'empêche qu'il y a toujours des intransigeants, etc. Et lorsque Didier Chaume est décédé en 2014, bientôt 10 ans, il y a eu un cérémonial, un rituel totalement traditionnel qui a été fait au pied de la Nouvelle Liberté pour demander aux ancêtres d'accueillir son âme. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette Nouvelle Liberté qui a été un lieu de souffrance et d'empoignade contre lui, est devenue sa stèle. Vous savez que les stèles, ce sont les monuments ou les formes que l'on met sans le corps du défunt. Et aujourd'hui, la Nouvelle Liberté est la stèle de Didier Chaume. Magnifique. Ah, magnifique. Parlons à présent de Douala, dont vous êtes la présidente. C'est vrai que c'est votre bébé créé, ça fait 32 années. Et regardons un peu les collections. Sur une année, vous en avez combien? Vous réussissez à mettre ensemble jeunes et plus grands artistes, tout en exploit. Alors, Douala Art est d'abord né en 1991, juste après les villes mortes. L'idée que Didier Chaume a développée, on est en train de rendre hommage à John Frundi, qui a été un personnage extrêmement important pour la paix au Cameroun. Vraiment, je tenais à le dire. Et le fait que ces événements se sont déroulés dans la rue, où la rue est devenue, à ce moment-là, un lieu de vraie violence et de vraies revendications. Douala Art est né en 1991, après la liberté d'association de 1990, et Didier Chaume et moi, mais surtout lui, a introduit l'idée donnons à la rue une autre destination. La rue peut être un lieu de prise de parole, peut être un lieu d'expression, mais essayons de canaliser tout ça et essayons de faire en sorte que l'esthétique, la poétique d'une œuvre d'art qui s'inscrit dans l'espace urbain soit un dialogue avec la société ou avec l'environnement urbain, de manière à lui donner du sens, de manière à lui donner son volume et à donner aux habitants de la ville un sentiment positif par rapport à l'espace urbain, par rapport à la ville. Comment faire en sorte que les habitants d'une ville comme Douala, dont le profil économique est connu, comment donner aux habitants de cette ville un amour de cette ville, ou en tout cas une reconnaissance de la qualité de vie, d'une possible qualité de vie dans cette ville. Pour pouvoir inscrire des œuvres d'art dans l'espace public, il faut évidemment travailler en amont avec les artistes. À l'époque, il n'y avait pas d'université, d'institut de beaux-arts, donc il a fallu tout un travail d'accompagnement des artistes pour qu'ils puissent mûrir leur écriture artistique et ensuite relever le défi d'inscrire des œuvres dans l'espace public. Donc toute une partie de la vie de Douala Art a été de former, de féconder, de former, shaping, de vraiment mettre en forme. Un peu comme un potier. Voilà, exactement, exactement. Et voilà, ça a été tout un travail de
de caresses. On n'a jamais, Didier n'avait pas cette culture. Il était il aimait bien réagir fortement quand il se sentait attaqué, mais il était quelqu'un qui aimait l'autre, quelqu'un d'une très très grande générosité, et toute la construction de ce projet de Douala a été d'accompagner, de faire mûrir les artistes. Et lorsqu'il est décédé, certains des artistes lui ont reproché de ne pas avoir laissé d'écrit. Donc ma prochaine vie après Douala, ce sera d'écrire, sans doute accompagné par Didier, mais également le plus bel hommage qui ait été dit. Certains des artistes qui ont eu l'opportunité de voyager de son temps et qui voyagent de plus en plus aujourd'hui, et qui étaient très peu connus au tout début de leur carrière artistique, donc qui ont été reconnus, ont toujours dit, ont déclaré, en hommage à Didier Chaube, je ne me suis jamais installée à l'étranger. Pourtant, beaucoup d'opportunités m'ont été ouvertes pour cela, mais je savais que, en rentrant au Cameroun, toutes les expériences que j'avais vécues, bonnes ou mauvaises, à l'extérieur du Cameroun, je pourrais les partager avec toi parce que tu étais celui qui pouvait m'aider à comprendre tout ça. Et c'est la raison pour laquelle revenir au Cameroun était un besoin. Comment dire, bien vécu, oui. Parce que je savais que j'allais avoir au moins toi comme interlocuteur. Quel hommage. Grand hommage. Voilà, j'aurais plein d'anecdotes. C'est une vie, c'est toute une vie. Est-ce que c'est cette même logique qui a guidé la conception de la triennale? Alors, absolument. C'est-à-dire l'idée que l'espace urbain soit plutôt un théâtre, un espace de réception d'œuvres d'art, commençant par la Nouvelle Liberté, encore que nous avions fait d'autres opérations avant la Nouvelle Liberté. La Nouvelle Liberté était installée en 1996 au rond-point de Daïdo. L'artiste a vécu de 1993 à 1996 dans le quartier, le village de Daïdo. Mais avant, nous avions fait d'autres opérations. Donc, dans l'espace public, toujours. Oui, il s'agit de marquer le territoire par des signes artistiques qui permettent aux gens de se poser des questions, qui permettent d'ouvrir un dialogue entre les gens. C'est la pire des choses qui soit. Et malheureusement, nous n'en avons pas suffisamment inscrit puisque nous sommes dans un contexte où les discours de haine, les violences verbales se poursuivent. Autour des œuvres d'art, il y a un chercheur italien, une chercheuse italienne qui a fait toute une recherche. Alors ça aussi, ce sont des choses que peu connaissent, mais le travail que Douala a fait dans l'espace public, l'art urbain, est quelque chose qui a suscité beaucoup d'interrogations et qui jusqu'à aujourd'hui reste unique au monde. Et donc ce chercheur a révélé qu'autour des œuvres d'art, d'une façon générale, les relations entre les habitants sont apaisées. Voilà. Et donc, ce que nous défendons au travers de l'art dans l'espace public, c'est véritablement de créer ces dialogues, parce que la pire des choses, quand un mari est à court d'arguments, il tape sa femme. Quand on est à court d'arguments, on va se disputer, on va se battre. Mais il faut que l'on crée des possibilités de dialogue. Quand bien même nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Que nous puissions dire non, je ne suis pas d'accord avec toi pour telle et telle raison, etc. Si on revient à l'une des thématiques, parce qu'il faut rappeler que chaque triennale est greffée autour d'un thème, et si on prend la thématique de 2017, où vous interrogez un peu la place de l'humain dans cet espace urbain-là, à l'époque, vous disiez que on vous posait la question, nos confrères de Jeune Afrique à l'époque vous interrogeaient sur la place des nouvelles générations et vous disiez que vous avez le sentiment que cette nouvelle génération est un peu perdue.
un peu déconnecté. Est-ce que vous continuez de penser cela aujourd'hui? Plus que jamais, plus que jamais. Je vais dire quelque chose que je n'ai pas dit à votre précédente question. Le Salon urbain de Douala Sud est un festival qui à l'époque était triennal jusqu'à la pandémie et qui permettait, sur un thème donné, d'inviter des artistes et des chercheurs et des intellectuels à dialoguer sur ce thème-là. Et le kaléidoscope, chacun des artistes a sa manière de dire, chacun des chercheurs a sa manière de dire. Le Salon urbain de Douala, c'est une opportunité qu'on se donne sur un thème donné de faciliter une réflexion collective dans l'espace le plus large. Donc chaque édition a son thème. Et en 2017, dernière année de la précédente triennale, le thème était la place de l'humain. Oui, je crois que c'est vrai dans le monde entier, mais je crois que c'est d'autant plus vrai dans des pays comme les nôtres, comme le Cameroun, où la jeune génération n'a pas de passé. Nous sommes coupés, il y a de vraies ruptures avec un certain passé, avec une certaine ancestralité. N'a pas de présent parce que à l'heure actuelle, on vit au jour le jour, les parents se battent. D'où la montée de discours de haine et tout. D'où la montée de crise d'identité, la montée de rendre responsable l'autre du mal-être que je ressens. Donc effectivement, ces discours haineux, ces violences verbales, quelquefois physiques, et d'automutilation aussi, ces jeunes qui se droguent ou ces jeunes qui vont dans des comportements déviants, ils ne le vivent pas bien, hein. C'est aussi une violence qu'ils se donnent à eux-mêmes. Et ils n'ont pas de futur parce qu'aujourd'hui, je mets au défi quiconque de savoir dans quel sens aller. Nous sommes dans un no man's land, rien n'est destiné, structuré. Rien n'est canalisé pour dire voilà où il faut aller. Donc nous devons inventer tout ça. C'est pour ça que l'art est important, parce que l'invention passe par l'imaginaire, l'imagination, etc. Et là, l'art, c'est véritablement son domaine. Oui, la jeune génération est en perte de repères. Nous n'avons plus de modèles. Douala Mangabel en a été un, Oumniobé en a été un, et qui d'autre? Je pense qu'il y a parmi les philosophes quelquefois des personnes dont on a beaucoup parlé. Je pense à mon ami Eboussi Boulaga, etc., etc. Mais nous n'avons plus aujourd'hui de façon consensuelle sur les périodes, je dirais, post-indépendance, disons à partir des années 70, nous n'avons plus, les jeunes générations n'ont aucun nom, aucun repère à partir duquel ils peuvent dire voilà les valeurs que je veux défendre, voilà à qui je veux m'associer, ressembler, et assimiler mon histoire, etc. Et c'est peut-être pour ça que vous travaillez aujourd'hui sur le projet Il était une fois des Stades Cameroun. Oui, alors ça c'est quelque chose de nouveau, Didier Chaude. Lorsque je l'ai rencontré, nous étions étudiants en France et il avait toujours le nez en l'air, il était toujours en train de regarder l'architecture. C'était un amoureux de l'histoire. Il arrive dans un pays qu'il ne connaît pas. Pour la première fois, il met ses pieds au Cameroun. Sa mère était de Madagascar, son père d'Alsace. Et il dit, je m'installe ici, par amour certes, mais aussi entre les deux. Je suis à mi-distance. Et il me fait découvrir, c'est lui qui me fait découvrir, parce que l'histoire familiale est aussi quelque chose d'un peu particulier. On aura peut-être un jour l'occasion d'en parler. Mais c'est lui qui me fait découvrir, par ses mots, par ses yeux, notre histoire. Il me dit, regarde ces bâtiments, il y a des traces d'une période historique. Malheureusement, il n'y a pas de traces des modes de construction dans la ville de Douala antérieure. Il n'y a pas de traces de la manière dont l'organisation sociale, le village n'existe plus en tant que tel. C'est une ville aujourd'hui, mais il y a des traces. Essayons de travailler sur ces traces-là. Et on commence par un petit projet qui s'appelle les Arches de la Mémoire. On identifie quelques bâtiments de la période allemande, puisque c'est la période fondatrice.
quand je dis ça, il y a beaucoup de personnes qui me tapent sur les doigts en disant « mais le Cameroun existait avant les Allemands ». Non, 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 non. Le Cameroun n'existait pas avant les Allemands parce que ce sont les Allemands, après la conférence de Berlin, donc au XIXe siècle, qui définissent les contours, les frontières, les premières frontières du territoire. Et ce sont eux qui donnent à l'ensemble de cet espace administrativement structuré. Voilà, ce sont eux qui donnent le nom, la dénomination Cameroun. Quand bien même les Portugais ont parlé de Rio dos Camaroes, c'est autre chose. C'est une plage, une bordure de fleuve, ce n'est pas un territoire. Donc, il me fait découvrir ça et je me rends compte petit à petit, et notamment lorsque nous travaillons dans le cadre du Sud 2017 sur la citoyenneté par l'art, et que le Sud prend ce titre de la place de l'humain. Quelle est la place de l'humain? Nous nous rendons compte que très peu de Camerounais, quelles que soient les générations, ont une vraie connaissance, compréhension de cette première partie de l'histoire du Cameroun. Donc, nous avons décidé, Didier et moi, de travailler sur cette partie de l'histoire, avec l'équipe. Lorsque je dis « je », c'est un jeu collectif parce que je ne travaille pas toute seule. Et de plus en plus, nous arrivons à ce moment où nous sommes conscients de ce qu'il nous manque aujourd'hui au Cameroun, un récit collectif. Il nous manque une narration collective. Qui fédère. Qui fédère. Il était une fois, et nous sommes ensemble dans la même histoire. Der Stadt Cameroun, parce que nous avons démarré au même moment, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce sont les mêmes violences, ce sont les mêmes directives. Même recherche d'identité. Qui nous ont été imposées par le pouvoir colonial allemand. Et quelles que soient nos cultures ancestrales, communautaires, etc., qui ont le droit, qui ont le mérite d'exister et que nous devons faire vivre, ce qui nous lie, quelle que soit l'origine, c'est ce que les Allemands nous ont imposé à ce moment-là et qui perdure aujourd'hui. C'est-à-dire que la question du Parlement, par exemple, la question des districts et du gouvernorat, la question de la construction des voies de chemin de fer, de circulation, etc. Tout cela a été mis en place par le pouvoir colonial allemand. Et nous devons le savoir. Nous devons intégrer ça pour pouvoir dire ça, c'est notre histoire commune. À nous, c'est notre histoire, collective. Parce que commune, ça peut envoyer à communauté. Non, nous avons une histoire Et pour collective. que ça se fasse, vous travaillez aussi à ramener des œuvres qui sont exposées du côté de l'Allemagne, Cameroun. Alors, vous êtes très bien informés. Il était une fois Der Stadt Cameroun à deux volets fondamentaux. Le premier, il y a un troisième dont j'ai déjà parlé, c'est notre histoire commune. Le deuxième volet fondamental est celui de la relation que j'ai établie avec un musée en Allemagne, qui est le musée de Hambourg. Vous savez que les premiers marchands allemands qui s'installent ici au Cameroun sont originaires de la ville de Hambourg. Et la directrice du musée Marc de Hambourg, l'ancien musée ethnologique, a pris contact avec moi pour me demander si je pouvais participer au montage d'une exposition qui s'appelle, et qui est toujours en cours, à Hambourg, Hey Hambourg, do you know Rudolf Douala-Mangabell? Je ne parle pas l'allemand, ça m'a été interdit au collège. Je voulais apprendre l'allemand, mais j'ai compris aujourd'hui pourquoi. À l'époque, j'étais frustrée. Oui, on ne pouvait pas, de par l'histoire. Exactement, c'est ce que j'ai compris. Il y avait un rejet familial. Parce que le titre... Non, c'était à l'établissement, au sein de l'établissement Collège Chevreul. J'étais lycéenne, collégienne au Collège Chevreul et ça m'a été interdit. Et donc, le titre est en allemand, mais ça a été traduit en anglais. Hey, Hambourg, do you know Rudolf Douala-Mangabell? C'est la première fois qu'en Allemagne, on parlait de Rudolf Douala-Mangabell de façon tout à fait officielle. Et ce musée a mis en place une très très belle exposition qui a sorti de ses réserves le fonds de collection qui appartient au littoral camerounais,
pour parler de la relation des Hambourgeois avec la ville de Douala. À l'époque, on ne parlait pas encore des Doualais, etc. Et la directrice du musée me demande d'être partie prenante de cette exposition dans le comité scientifique, on va dire. Je ne suis pas une scientifique du tout, hein. Je suis juste, elle m'invite parce que je suis porteuse du nom et me demandant de censurer ce qui me semble. Et aussi votre contribution à l'art contemporain. Absolument, absolument. Oui. Et je lui dis, je veux bien être membre de ce board à deux conditions. La première, c'est que cette exposition doit venir au Cameroun. Elle me dit d'accord. Et la deuxième, c'est qu'on engage un processus de restitution de ce que vous allez montrer dans cette exposition pour le Cameroun. Et là, on est en 2019. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Dans l'aspect restitution. Alors, nous sommes en train de monter cette exposition qui va être une exposition dont le socle sera les éléments les artefacts, les objets anciens de ce musée. Mais comme ils se sont spécialisés dans la partie littorale du Cameroun, nous avons commencé à identifier des archives et des objets venant d'autres musées d'Allemagne. Donc il y aura un prêt. Tous ces objets vont d'abord être prêtés pour l'exposition. Nous en sommes là. Et ensuite, cette exposition que nous sommes en train de monter va intégrer des éléments qui ont été produits par des artistes ou des personnes qui sont vraiment ancrées dans leur monde contemporain et qui viennent d'autres aires géographiques, aires culturelles du Cameroun. Par exemple, il y a un travail de Sylvie Djobati sur le Nso. Le Nso, oui. Voilà. Le Nso qui doit revenir. Et le film qu'elle a fait sera intégré dans cette exposition. Nous n'aurons pas forcément d'objets d'autres régions du Cameroun, mais nous aurons... Sylvain Ngobati qui a milité, qui a bataillé pour le retour d'Ngonso, qui est toujours dans cette logique-là. Absolument. Et donc intégrer des éléments qui permettent que cette exposition, il était une fois d'Erstadt Cameroun, soit quelque chose qui rejoigne l'idée de ce que nous sommes tous Camerounais. L'exposition, si les dieux sont avec nous, devrait être inaugurée en début d'année prochaine. Et troisième élément du combat, elle devrait, ça va aller, elle devrait être inaugurée par des représentants des autorités, alors peut-être les plus hautes autorités allemandes, de la République fédérale d'Allemagne, qui utiliserait ce moment d'inauguration comme étant le moment où ils énoncent la réhabilitation de Rudolf Douala Mangabell. Donc ils vont nous aider à faire venir les éléments, mais je suis en train de chercher des partenaires ici au Cameroun. Le musée national est déjà acquis, mais maintenant il me faut des ressources. Ce projet est en bonne voie, il est lourd, mais il est magnifique. Et si nous arrivons et lorsque nous aurons inauguré, je ne sais pas si nous arrivons, lorsque nous aurons inauguré l'exposition au Musée national en début d'année prochaine, elle va rester quelques mois, et en 2024-25, fin d'année 2024, au moment du Sud, idéalement, elle serait inaugurée à Douala. Est-ce que le thème de ce Sud est déjà pensé? Oui. Et après la présentation de Il était une fois d'Erstadt Cameroun à Douala, elle irait à Buea, parce que Buea, Douala et Yaoundé ont été les trois capitales de la période coloniale allemande. Le Sud 2024, qui se déroulera en décembre, la première semaine de décembre 2024, a pour thème reconnexion. Comment fait-on, et nous allons travailler à ça, pour se reconnecter les uns aux autres? C'est important pour un Cameroun dont la société est carrément en crise. Fragmentation. On est en pleine implosion. C'est terrible ce qui est en train de se passer. On évolue en rang clairsemé. Et avec de vraies cloisons, avec de vrais rejets, il faut que nous réapprenions. Et peut-être que Douala pourrait être
par le biais de ce type de travail, un modèle. On peut modéliser peut-être, je n'en sais rien, mais reconnexion les uns entre les autres. Reconnexion aussi temporelle, hier, aujourd'hui et demain. On a des projets magnifiques qui vont se dérouler. Il y a un autre qui est fantastique, celui du manuel d'histoire. L'éducation civique par l'art. En tant que Camerounais, on se sent appelé. Parce que qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, on a le sentiment qu'on a ce besoin-là. Ce besoin d'être véritablement reconnecté avec nos origines, d'où on vient, on est où et on va où. Est-ce que ce manuel viendra apporter, peut-être pas toutes les réponses, mais l'essentiel pour qu'on arrive à construire cette identité-là, qui est quelque peu aujourd'hui étiolée du fait? Alors, le manuel de l'enseignement de l'histoire par l'art, pour le moment c'est enseignement de l'histoire, on peut tout enseigner par l'art. On peut enseigner les mathématiques, on peut enseigner, je ne sais pas, évidemment la littérature. Quand je parle d'art, je suis dans mon domaine, c'est le monde des arts visuels. Donc ce sont tout ce qui est peinture, sculpture et toutes les extensions. Il y a les vidéos d'art, il y a les performances, etc. Je suis dans mon domaine, l'enseignement par l'art. Comment inviter des jeunes à pouvoir représenter ce qu'ils ont compris. Et la meilleure manière de faciliter l'appropriation de la connaissance, c'est de faire en sorte qu'elle vienne à la personne, que la personne l'assimile et qu'elle soit capable de la restituer. C'est ça l'enseignement de l'histoire par l'art, dans un premier temps. Et nous avons ce projet de manuel est né d'une expérience, et on reste toujours dans la thématique Cameroun-Stadt. Der Stadt Cameroun, c'est l'État du Cameroun. Cameroun-Stadt, c'était le nom qui était donné à Douala, à un moment donné de son histoire, comme capitale de ce nouveau territoire. Et nous avons décidé de faire circuler une toute petite exposition, une galerie de portraits et quelques éléments de texte pour dire deux choses. D'abord, l'histoire, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend par cœur pour pouvoir avoir des notes. L'histoire, c'est quelque chose qui s'inscrit en nous. Et quand les enfants, ça circule dans des établissements scolaires au Cameroun, et quand les enfants, les jeunes, sont confrontés à des portraits, à des choses qui sont palpables, qui leur parlent, qui résonnent, tout de suite, ils se reconnaissent là-dedans, comme être humain et associé à une humanité. L'histoire, ce sont des faits humains. Donc ça participe beaucoup à l'appréhension de l'histoire. Et dans le cadre de cette exposition qui circule, nous organisons systématiquement des ateliers de dessin et de peinture où les jeunes vont faire le choix. On leur demande de prendre leurs responsabilités et de choisir dans cette exposition ce qui leur parle le plus, ce sur quoi ils ont envie de réfléchir et ce qu'ils ont envie de représenter pour le partager avec leurs camarades de classe et de l'établissement. Et c'est très intéressant parce que les enfants ont un sens critique. Les enfants ont une qualité de responsabilité. C'est un univers, moi je le découvre tous les jours et je me rends compte que c'est un terreau extrêmement fertile qui n'est pas suffisamment arrosé aujourd'hui. Et donc cette exposition, au travers de ces ateliers, nous a donné la certitude que l'enseignement par l'art, l'enseignement de l'histoire par l'art, était une passerelle qui facilite l'appréhension de la connaissance, etc. Et, je terminerai là-dessus, les enseignants d'histoire dans les établissements scolaires du secondaire, qui ont reçu cette exposition, ont, pour beaucoup d'entre eux, réagi en se rendant compte qu'ils ne connaissaient pas véritablement cette partie de l'histoire qu'ils enseignaient. D'où l'organisation récente de ce talk au niveau de Douala, où vous invitez, vous êtes dans une logique de déconnecter des récits hérités justement de l'époque coloniale pour amener les Camerounais à reconnecter avec les mémoires et aussi les artefacts, comme vous dites, pour véritablement
avoir cette histoire profonde et vraie du Cameroun. La réalité, c'est que, ça a été dit à cette rencontre, l'histoire a été écrite par les vainqueurs. Et lorsqu'on la lit dans les ouvrages d'une façon générale, maintenant il y a beaucoup d'écrits qui sortent et il y a des archives qui sont déclassées et auxquelles on peut accéder. Il est très très important que nous réécrivions notre histoire. Les faits historiques sont les mêmes, mais la manière de les interpréter, la manière de les énoncer, de les mettre ensemble, voilà, peut conduire à un autre dessin de notre histoire. Dessin comme image, mais dessin comme perspective. Donc il y a véritablement la nécessité, au travers d'un manuel comme celui-là, d'inviter les jeunes à réinventer le thème, le fait, à le réinterpréter et à le partager et dialoguer autour de cette réinterprétation qui passe par leur imaginaire, par le dessin, etc. Le manuel, nous espérons qu'il sera disponible, en tout cas avant la fin de cette année, de telle sorte qu'ensuite nous puissions le faire valider par des instances qui ont une responsabilité en matière de pédagogie. Justement. Et enfin, de voir dans quelle mesure, au niveau du ministère des enseignements secondaires, on ne pourrait pas l'intégrer normalement au programme scolaire. Ouais, absolument. En tout cas, il y a un vide. C'est plus un secret de polichinelle, c'est plus qu'un secret de polichinelle, il y a un vide. Le Cameroun a besoin de se reconnecter avec son histoire, la vraie histoire, racontée par peut-être les figures. Et on a des artefacts qui racontent mieux que personne ce qui s'est passé à une certaine époque. On a des chercheurs qui ont travaillé, on a des manuels qui existent et le vôtre qui sera très prochainement disponible pour qu'on arrive à se réapproprier nos origines et ne pas être comme cet arbre sans racines. Absolument. Et ce qui est intéressant dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que nous sommes dans un processus. Il y a quelque chose qui est en train de se produire et qui est récent. Depuis quelques mois, la question de l'histoire, la question de notre histoire, la question de notre mémoire est dans les réseaux sociaux et dans beaucoup de bouches. Avec la commission créée tout récemment. Exactement. Et il y a donc toute une série de personnes qui s'approprient tout ça. Ce qui est dangereux, surtout par les réseaux sociaux, c'est que nous sommes dans des approximations et quelquefois dans de la confusion. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre en place ce manuel pour pouvoir éviter qu'une vérité existe et qu'elle soit contredite par une contre-vérité. Il faut que nous soyons dans un chemin structuré, voilà, de pensée canalisée pour que nous parlions de la même chose. Ensuite, il peut y avoir des contradictions, mais que nous parlions de la même chose. Et quelquefois, bon, il y a des contre-vérités. Mais j'aime l'idée, je suis très contente de voir que de plus en plus de Camerounais s'intéressent à l'histoire. Et quelqu'un nous posait la question, est-ce que c'est si important de passer par, de s'intéresser aux artefacts? Est-ce que c'est si important l'espace culturel? Ça, c'était la soirée de la présentation de ce film de sensibilisation, de ce clip de sensibilisation Kankele de Wambo, qui a été un prétexte, je dirais, pour parler de tout ce dont nous sommes en train de parler. Et un des participants pose cette question, mais est-ce que la culture est si importante? Et l'un des panélistes a répondu, en l'occurrence Jean-David Nkot, qui est un artiste de Douala, qui a fait une très très belle pièce qui rend hommage à Ruben Umniobe, à Nkomondo, à l'entrée de Nkomondo, qui est un extrait du texte, du discours que Umniobe a prononcé à l'ONU en 1952. Donc Jean-David Nkot répond à ce monsieur, bien sûr que c'est important. À votre avis, quelle est la raison pour laquelle les vainqueurs se sont d'abord attaqués à nos artefacts, à cette culture, à la question culturelle? Ils nous ont imposé des églises,
donc notre spiritualité, qui est fondamentale dans un espace culturel, les cultes cultuels, ils se sont attaqués à ça. Ils ont pris nos objets de référence pour les mettre, pour leur enlever leur énergie et les enfermer dans des jolis espaces, dans des prisons dorées, etc. Ils se sont attaqués d'abord, avant tout, à l'espace culturel pour pouvoir nous enlever nos forces et pouvoir exploiter nos ressources. Comprendre parce qu'on a l'impression que beaucoup pensent qu'avant la colonisation, cette Afrique-là, ce Cameroun-là ne pensait pas. Pourtant, on a un héritage, un legs à la postérité, mais alors, énorme. Il s'est passé beaucoup de choses avant cette période coloniale entre les Africains. Les pèlerins, alors là c'est plus les musulmans, on est encore dans une autre religion qui s'est imposée à nous. La question des marchés, des lieux où on vend et on achète des choses, a été créée avant que le marché des Occidentaux ne vienne s'installer. Non, on ne procédait pas troc. Par troc. Voilà ces personnes qui descendent, qui ont des petites choses, ils doivent s'installer quelque part. Il faut qu'ils vivent, qu'ils mangent. Eh bien, ils vont faire ce troc, ils vont prendre femme, ils vont s'installer, etc., etc. Il y a eu beaucoup d'échanges du nord au sud de l'Afrique avant que la colonisation, avant que l'exploitation économique versus mondialisation, versus capitalisme, etc., ne viennent s'ancrer chez nous. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1884, 1784 en France, 1780, je me souviens plus, 1784 ou 82, avant qu'il n'y ait cette Déclaration universelle des droits de l'homme, il y avait la Charte du Mandé qui a été créée dans le pays mandingue, au Mali, au XVIe siècle. Nous avons, en Afrique, inventé les droits de l'homme, avec le respect des femmes, le respect d'un certain nombre de droits, entre le respect, à l'époque, pour eux, il y avait les pasteurs, avec leurs bœufs qu'il fallait faire paître, et les cultivateurs, et le respect donc des uns et des autres. La charte du Mandé a été créée avant que nous ayons cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci, parce que comme je le disais en off, à côté de vous, on apprend, même sans vous parler. Parce qu'aujourd'hui, malgré mes petites années de vie, c'est la première fois, et je tiens à le dire, que j'entends parler de la charte des Mandés. C'est dire combien l'Afrique est riche, combien cette Afrique a un potentiel. Et en réalité, alors ce n'est pas ma période de prédilection, mais c'est 1789, ça y est. Je savais bien qu'il y avait une date. Ma période de prédilection, c'est vraiment la période coloniale parce que je me bats pour cette nécessité de nous réconcilier, reconnecter les uns aux autres. Mais l'Afrique est d'une richesse incroyable avant que les colons n'arrivent, quelles que soient leurs origines, européens, avant que ces colons... Il n'y a qu'à voir ce vent de rétrocession des artefacts sur tout le continent. Si on a le Bénin, le Cameroun, le Nigeria, le Mali, tous ces pays sont dans une logique de reconnexion, justement. C'est dire l'importance. Alors, je m'inscris un petit peu en faux, dans la mesure où l'importance, absolument, on est d'accord. Mais je ne pense pas, et j'ai peur, je ne pense pas qu'ils soient dans un esprit de reconnexion. Je pense qu'ils sont dans un esprit de réappropriation, de redevenir propriétaire. Simplement, sans plus. Oui, j'ai ce sentiment-là. C'est-à-dire, on est très fiers de mettre les caméras sur les objets sont revenus et il y a des foules qui les visitent et qui vont visiter ces objets. Bien sûr, ça va leur donner un petit peu « Ah, c'est revenu chez nous, on est content ». Mais ils vont visiter ces objets de la même manière qu'ils les visiteraient dans n'importe quel musée en Europe, c'est-à-dire… sans plus,
Sans chercher à est comprendre. spectateur. Et on peut admirer, on peut avoir, je dirais... On peut regarder cette œuvre, admirer, apprécier le savoir-faire. C'est ça. C'est ça, ou la beauté. Ou la beauté. Mais est-ce qu'on va arriver à s'interroger sur le comment? Plus profondément, je dirais, est-ce que cet objet qui revient va s'inscrire dans un espace culturel? Trouver sa place. Trouver sa place. Si ce n'est l'objet, au moins la symbolique de l'objet. Vous voyez, il y a tout un travail. Ça veut dire que peut-être on a placé la charrue avant les bœufs. Non, non, je pense que on a... Oui, peut-être, en fait. Peut-être qu'on peut le dire comme ça. Mais en cours, reprendre ce qui nous appartient, mais est-ce qu'on a préparé le terrain? Exactement. Exactement. C'est un peu comme cet agriculteur qui a sa semence, mais qui n'a pas préparé le sol à accueillir sa semence. C'est exactement ça. Et ça, c'est une des choses que je vais essayer de défendre si les moyens le permettent, et surtout si l'énergie le permet. Il y a tout un travail à faire. Je suis en train de rêver. C'est un rêve. I have a dream. Je suis en train de... ça, l'art. Il faut rêver pour pouvoir être artiste. Alors, moi, je suis, comment je vais dire ça, un artisan. Je ne suis pas artiste. J'essaye de mettre en place des mécanismes, des mécaniques qui font qu'il y ait du plaisir, il y ait de la transmission. Que cet art-là émerge. Voilà. Et l'une des choses sur lesquelles je rêve, c'est de dire, si l'on sait que par exemple, tel ou tel objet, artefact, doit revenir, essayons de produire des copies non conformes, parce qu'après, on sait comment les choses se terminent, mais essayons de produire des copies, mettons-les entre les mains d'enfants et demandons à ces enfants d'inventer cet objet. À quoi peut-il servir? Comment ils vont se connecter à cet objet-là? Parce que le jour où ils iront le voir dans un musée, et les musées sont nécessaires pour la préservation des objets, ils auront déjà une histoire avec ça. Ils auront déjà un récit. Et ils inventeront une narration, si on le met dans un groupe d'élèves, dans un établissement, dans une association, etc. Ils vont quasiment peut-être démystifier l'objet, ou en tout cas accorder par leur imaginaire, par les mots qu'ils vont offrir, ils vont accorder à cet objet, ils vont faire corps, voilà, avec cet objet-là. Et ensuite, l'objet sera là, et il leur appartient, et ça leur permet de se projeter, voilà, la projection. Doit l'art enfant soutenu par le gouvernement? Alors, nous sommes dans des négociations assez intéressantes au travers de Il était une fois Cameroun, d'Erstadt Cameroun. Nous sommes entrés dans des conversations qui sont assez intéressantes. Je suis de plus en plus convaincue d'une chose. J'ai longtemps travaillé, ma première vie au Cameroun a été de travailler dans des ONG non gouvernementales, et c'était absolument des vies en parallèle. Je suis de plus en plus convaincue que rien ne peut se faire sans le gouvernement. Mais on n'est pas dans le partenariat public-privé, on est dans le partenariat public-collectif, associatif. Il faut, donc nous ne sommes pas des producteurs d'argent, nous ne sommes que des producteurs de mécanismes. Vous vivez de dons aussi, de soutien? Alors, nous sommes subventionnés par des organisations. Aujourd'hui, avant la pandémie, nous avions des organisations qui soutenaient le monde de l'art. À l'heure actuelle, non. Nous sommes plus soutenus par des organisations qui sont intéressées par les contenus, par les idées, la question de la citoyenneté, la question de l'appropriation artistique, de la parole par l'art, la liberté de parole par l'art, etc., etc. Donc nous sommes plus soutenus par ce genre de... Voilà de quoi nous vivons aujourd'hui. Un dernier mot? Oui. Je pense. Oui. Vous avez parlé de quelque chose qui me semble aussi très important et qui va faire partie, je crois, du Sud 2024. C'est la question de la collection.
Vous avez parlé de collection. Il y a dans cette ville de Douala, il y a dans ce Cameroun des personnes qui achètent des œuvres d'art contemporain. Parce que je ne veux pas limiter mon histoire, l'histoire de Douala Art, à la reconstitution d'un passé et à la liaison de faits historiques hier, aujourd'hui et demain. Il y a, et nous voulons promouvoir ça, des personnes qui acquièrent des œuvres d'art. Et par ces œuvres d'art qu'elles ont acquises depuis certains une vingtaine d'années, on peut reconstituer aussi notre histoire. On a fait une exposition qui s'appelait Odyssée patrimoniale, qui était une très très belle exposition. On a eu la chance d'avoir un collectionneur qui a accepté de vider sa cave, ses murs, etc. Il les a prêtés, il vivait dans du mur blanc. Mais on a pu, grâce à cette collection qu'il nous a prêtée, que nous avons offerte au public, reconstituer des faits, des éléments, des faits sociaux, que les artistes qui ne sont rien d'autre que des témoins de leur temps. On a pu reconstituer des périodes de notre histoire contemporaine. Merci, princesse Marilyn Douala Mongabel. Vous écoutez, c'est tellement un plaisir. On pourrait passer toute une journée à vous écouter. On a l'impression d'être en face de cette grande royale, ces visages de grandes femmes puissantes qui font l'Afrique. Oui, oui, c'est ce sentiment. Et au cours de cet échange, vous parliez de cette génération qui recherche, qui de façon concrète n'a pas de visage sur lesquels s'identifier et rêver, des visages ou des profils qui peuvent permettre qu'on se projette et qu'on se dise « demain, je voudrais être comme tel ». Alors, simplement, je ne suis pas mieux qu'une autre Camerounaise, je suis simplement fille du Cameroun et je dis « demain, depuis mes Grassfield, je rêve à ressembler à la princesse Marilyn Douala Mongabel ». C'est très gentil. Oui, parce que vous incarnez justement, peut-être pas avec le charisme de votre arrière-grand-père qui était l'une des figures de la résistance du Cameroun, mais avec votre style à vous, vous incarnez cette femme africaine forte qui travaille du mieux qu'elle peut pour que l'Afrique existe et vive. Merci. Merci à vous, ça me va droit au cœur ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir de vous avoir chaque semaine, comme toujours, à Kiba.